Bon, je vous propose de commencer cette séance. A priori, tout le monde est présent ou représenté. Il me semble avoir salué à peu près la plupart d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, je le fais globalement maintenant. Alors, sont absents, excusés, Michel Bontou qui a donné le pouvoir à Aziz Bouslimani. Elle est en fait à la région. Il y a un rayon de conseil régional également aujourd'hui et demain. Michel Thomas qui a donné le pouvoir à Maryse Legrand, réunion du bureau communautaire avant la réunion du conseil communautaire. Estelle Cochard également à la région, a donné le pouvoir à Sylvie Legendre. Romain Charon, lui, il est en congé en train de marcher. Il a donné le pouvoir à Patrick Lefrançois, qui lui-même a marché avant lui. Ce sont des marques, voilà. Jacques Guillemet qui ne peut pas être là pour raison de réunion en liaison avec la mairie. Elle a donné le pouvoir à Jean-Yves Tabourin. Christian Couchy a donné le pouvoir à Nora Benchida. Rita Canal à Nicole Audebert. Mohamed Zaoui à Marc Lesage. Alain Delarue à Chantil. Nicole Janvier à Madame Sécurier. Et Stéphane Pinault à Madame Le Sieur. Donc, un conseil municipal avec 13 délibérations et puis un point d'information en fin de conseil sur ce qui nous est le phénomène extraordinaire que nous avons eu, ce que j'appelle aux inondations, puis moi ce que j'appelle d'ordre tropical, qui sont abattus sur Mavigny en particulier, mais pas que sur Mavigny. Propose, oui. C'est juste une information pour vous annoncer que je partirai donc avant la fin pour le moment du conseil communautaire. Oui, vous l'avez dit effectivement. Et vous avez donné un pouvoir, non, vous le donnerez? Non, du coup, non. Enfin, vous le donnerez. Enfin, voilà, c'est votre. Non, c'est tout pouvoir. Pardon? Ils ont tous des pouvoirs. Ah oui, d'accord, pardon, je n'avais pas compris. Secrétaire, qui veut bien assurer le secrétariat? Merci Sylvie. Oh, c'est une tâche vraiment très légère maintenant. Elle était beaucoup plus lourde avant lorsqu'il y avait à relire l'ensemble des interventions. Alors, mais bon, l'ensemble des interventions est toujours sous forme audio, n'est-ce pas, disponible sur le site. Il y a un peu de retard, d'accord, mais c'est dû au problème du personnel, je suppose. Bon, mais ça va se rattraper. Bon, du moins, je vous fais confiance pour le faire dès que possible. dans la limite des possibilités humaines. C'est en ligne jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre, c'est bon. D'accord. Merci, Romain. Les remerciements, vous les avez eus. À noter qu'on a été remercié par le père Dominique Tinga pour la rapidité des travaux de réhabilitation de l'église, et puis un vrai matériel au foyer Bourgarel pour signaler qu'on aide aussi ce foyer qui est en limitrophe à la commune de Mavigny, mais sur Chartres. Des décisions. Il y a 2 reconductions et une demande de subvention. S'il y a des commentaires, des questions? Non. Le compte rendu. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques? C'était Manuela dos Santos qui était secrétaire. Non? Pas de questions? Je fais voter. Pour l'approuver, hein. Est-ce qu'il y a des avis contraires ou des abstentions? Si, il est donc adopté. Première délibération concerne le domaine public communal et c'est moi qui rapporte cette délibération. Il s'agit en fait de délibérer sur le nombre de mètres ou de kilomètres, comme vous voulez, de voirie communale. C'est important parce que la DGF s'appuie en particulier sur ce critère de la longueur de voirie communale, et la raison de le faire, c'est qu'on a un outil maintenant, le SIC, un outil intercommunal, le système d'information géographique, qui permet un recensement plus précis des voiries communales. Et ma foi, on a bien fait de le faire, puisqu'on a trouvé a priori 2 km de plus, donc 2 km de plus, ça ne peut que
apporter un petit peu plus de DGF à la commune. Et donc, à ce jour, l'agent de la commune qui a travaillé sur le sujet a trouvé 27 798 mètres. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part? Non, semble-t-il. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Le deuxième, il est indiqué que c'était Michel Thomas, mais en fait c'est Sylvie, il est absent, donc il ne veut pas rapporter. Et de toute façon, c'était plutôt de la compétence, de la délégation de Sylvie Legendre. Bon, petite erreur de... Voilà. Sylvie, c'est à toi. On ne se serait pas battu, même en la présence de Michel. Bien sûr. Donc il s'agit de prolonger, de changer les conditions du bail du local Anjou, qui est loué à l'association Reconstruire Ensemble, la régie de quartier. En 2010, Habitat Aurélien a construit le local technique, dit local Anjou, qui a été acheté par la ville. En 2012, lors de la séance du conseil municipal du 13 décembre, c'est à ce moment-là que le Reconstruire Ensemble a bénéficié du bail, d'utilisation des lieux. En mars 2014, la régie a obtenu l'autorisation d'aménager un jardin potager solidaire sur les espaces verts attenant au local technique. Vu la demande écrite du 26 décembre 2017 de l'association Reconstruire Ensemble, considérant qu'un premier contrat de bail a été signé avec l'association Régie de quartier de Mainvilliers concernant le dit local pour une durée de 20 ans, du 21 janvier 2013 au 31 décembre 2033, pour un montant de 1 450 € mensuels. Considérant que l'association en question a demandé expressément à la commune la prolongation de la durée du bail, de manière à rendre le montant du loyer plus supportable pour l'association. Considérant que la durée de contrat de bail est supérieure à 12 ans, que le conseil municipal est compétent en la matière conformément à la ligne A5 de la délibération 2017-1201 du 14 décembre 2017. Il est proposé aux membres du conseil municipal de prolonger la durée du bail de 10 ans et de le porter à un total de 30 ans, soit pour une période allant du 16 janvier 2013 au 31 décembre 2043, et de louer le dit local pour un montant de 850 € par mois à partir du 1er août 2018, ce qui rendra les conditions financières de la régie plus confortables, en fait. Et c'était à leur demande. Merci. Est-ce que cela appelle des questions, sachant qu'on a vu ça aussi en commission plénière? Comme le dit Sylvie, c'est effectivement leur demande, ils souhaitent étaler. Nous, l'objectif de la ville, c'était plutôt, à travers les loyers, de retrouver le montant investi dans un délai, que ce soit sur un nombre d'années plus important, et pas un problème majeur. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. On passe à l'enfant jeunesse. Marc, c'est à toi. Alors, je vais vous présenter la délibération numéro 3 qui cherche à fixer les tarifs MINCAN pour l'été 2018, donc sur l'accueil de loisirs sans hébergement, l'île aux loisirs. L'objectif est d'organiser des séjours extérieurs de courte durée, 3 jours minimum, un peu plus éloignés que notre territoire, c'est-à-dire c'est vraiment amener les enfants hors de Mainvilliers. C'est à la fois un souhait politique, parce qu'on avait bien dit, quand on a regroupé les deux structures, que l'idée c'était de reprendre l'ensemble des propositions qu'il y avait sur les anciens centres loisirs organisés par les PEP et Léo Lagrange, et c'est aussi un souhait important des familles qu'on rencontre lors des commissions familles qui ont vraiment souhaité qu'on repropose ce type de séjour. Donc bien sûr, ces séjours seront organisés dans le respect de la réglementation des mineurs. Les taux d'encadrement qui sont un peu plus importants sur les mini-séjours, vu qu'il y a les nuits à prendre en compte, vont être pris en compte. Et ça permet surtout d'enrichir pour l'équipe et de compléter le projet éducatif de l'accueil principal.
Voilà, donc il y aura 24 enfants qui partiront par séjour. Il y aura 2 séjours d'organisés sur juillet. Et la demande, là, la proposition qui est faite, c'est de proposer un tarif à 15 € par enfant et pour les 3 jours de départ, en tarif unique pour cette année parce qu'on a des problèmes au niveau du logiciel pour envisager un tarif dégressif comme pour les autres tarifs de l'accueil de loisirs ou de tout service proposé. Mais l'objectif, c'est de régler ce problème-là pour l'année prochaine. Là, techniquement, on ne pouvait pas le faire cette année, mais après de penser, donc c'est pour ça que c'est une délibération pour cette année et pour ce tarif en particulier. Où on reviendra vers vous, sûrement l'année prochaine, pour faire évoluer cette situation. C'est ce qui a été dit en commission plénière. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des questions? Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Nous sommes unanimes. On arrive aux finances, compte de gestion. Je le rapporte. Pour le compte de gestion, il s'agit de statuer seulement sur le fait qu'il correspond exactement au compte administratif, qu'il n'appelle ni observation ni réserve de notre part et présente une parfaite conformité avec le compte administratif 2017 du budget de la collectivité. Pratiquement les agents de la ville, le service responsable de finances, on constatait qu'il n'y a aucune différence et je vous propose donc de voter ce compte de gestion. Est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité sur le compte de gestion. Le compte administratif, évidemment, ça va être un petit peu plus long. Il faut évidemment qu'on fasse correctement les choses. Le compte administratif, c'est... On accorde souvent plus d'intérêt au budget prévisionnel, sauf que le budget prévisionnel, comme son nom l'indique, il est prévisionnel, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas gravés dans le marbre et bougent justement au cours de l'année. Tandis que le compte administratif, c'est vraiment le reflet de ce que l'on a fait durant une année, donc il est plus révélateur de l'action d'une collectivité, que ce soit pour la mairie de Navier ou d'autres mairies ou n'importe quelle collectivité, encore agglomération, conseil départemental, conseil régional. Alors, sur ce compte administratif, il a été présenté en commission, donc je vais le présenter à nouveau en essayant d'être un peu plus rapide, synthétique. Je passe sur l'avant-propos que, à mon avis, vous connaissez toutes et tous, pour parler des dépenses réelles de fonctionnement qui ont donc augmenté de 4,7% par rapport à 2016. Ça peut paraître beaucoup, mais les recettes réelles, elles, ont augmenté de 5,41%, c'est-à-dire encore davantage, ce qui est évidemment important, et ce qui apporte en fait une augmentation de la différence entre les deux, recettes moins dépenses, quand même de 180 000 € en plus à la commune. Donc même une augmentation forte, encore une fois, des dépenses est largement compensée par l'augmentation des recettes. Dépenses de fonctionnement. Un taux de réalisation de 94,3%, qui est supérieur à celui de l'an dernier, mais je fais partie de ceux qui ne regardent pas à la décimale près les taux de réalisation, parce que en fait, c'est toujours, il y a plein de choses derrière, c'est multicritères. Les dépenses réelles de fonctionnement exécutées s'élèvent donc à 984 € par habitant en 2017. On était à 957 l'an dernier, mais ce qui est important, je vous l'ai déjà dit, à savoir, c'est qu'on est 20%, c'est pas neutre, en dessous du niveau national, qui se situe à environ 1223 € par habitant, dernier chiffre que je connais. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est on est en dépenses réelles de fonctionnement par habitant 20% en dessous, c'est pas neutre, 20%, par rapport au niveau national. Donc les communes de notre strate, de notre dimension. On vous dit que cette augmentation, donc de 2,8%, provient essentiellement d'augmentation de charges personnelles sur lesquelles on va revenir, de la régularisation de l'attribution de compensation liée à la compétence électrique, on pourra y revenir aussi. Mais ce qui est important de voir, c'est que les charges à caractère général et les charges de gestion courante sont de nouveau, parce que ce n'est pas la première année, maîtrisées puisqu'elles n'augmentent que de 0,1%. Et quand elles sont maîtrisées, vous savez,
quand on maîtrise et qu'on arrive à la 5, 6, 7e année où on maîtrise, évidemment que les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles. Donc 0,1%, voilà, on est sur de la stabilité. Les dépenses réelles ont augmenté, elles, de 8,1% en 4 ans, parce que c'est intéressant là aussi de ne pas se figer sur une année, mais de regarder sur plusieurs années, ce qui correspond à une moyenne de 2% par an. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le lien avec l'orientation fortement souhaitée, pour ne pas dire obligation contrainte du gouvernement actuel, qui souhaite que cette augmentation ne soit que de 1,2%. Cependant, il y a 3 ajustements possibles à hauteur de 0,15%. On peut penser que Mavilliers peut bénéficier de 2 ajustements sur 3. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous pensons. Ce qui veut donc dire que, pour nous, l'augmentation pourrait être, l'augmentation souhaitée pourrait être de 1,5%. Vous voyez qu'on n'est pas très loin des 2%. Donc on est, on peut dire, dans l'épure, si vous permettez l'expression. Les charges à caractère général, on a dit qu'elles étaient fort maîtrisées, augmentation de 0,1%, donc bien inférieure à l'inflation constatée, 1%. Vous avez un graphique qui vous montre que elles sont d'abord des charges d'entretien de patrimoine à 19% et de fluides et combustibles à 15%. Et on vous dit qu'évidemment, ceci représente 33%, un tiers en gros, de ce chapitre, donc, et que, évidemment, les économies supplémentaires sont difficiles dans ce domaine. Ensuite vient le marché public. Il y a marqué DSP, mais il faut plutôt lire marché public du centre socio-éducatif à 13%. Évidemment, du fait qu'il rend un service public, c'est un service public délégué. Et puis, 10%, il est marqué pour des produits d'entretien, mais c'est loin d'être que des produits d'entretien, sinon ça serait on les achèterait cher, ou on en consommerait beaucoup. En fait, c'est l'intitulé qui n'est pas bon, et il faut lire en même temps matériel divers, c'est-à-dire tous les achats pour les travaux en régie, par exemple. C'est important Et là, tout d'un coup, les travaux en régie, comme il y en a beaucoup, c'est normal qu'il y ait 10% de ce montant qui soit consacré à l'achat de matériel. On vous dit que un certain nombre de dépenses sont incompressibles, les impôts et taxes, les assurances en particulier. Les charges de personnel et frais assimilés, donc évidemment elles augmentent de façon importante, 5,94%, mais les explications sont là. Alors là aussi, il ne faut pas avoir une lecture en disant qu'on a 40 équivalents temps plein en plus. En fait, c'est 40 postes. Donc pour beaucoup, ce sont des postes à temps partiel, voire très partiel. Ne serait-ce que le trésorier principal, vous voyez, est considéré comme un poste, mais qui est infinitésimal. Les recenseurs, c'est pareil. On est sur un 12e, en gros, sur une année. Bon, il y a les contrats aidés, il y a les professeurs des écoles qui sont rémunérés pour l'étude. Là aussi, on est sur des quelques heures par semaine. Donc, en termes de postes complets, il faut avoir les 3 postes d'ADSEN qui correspondent à 3 créations de classes, correspondant donc à des créations parce qu'on augmentait le nombre d'élèves, ou parce qu'il y avait aussi la création d'une classe pour des moins de 3 ans, correspondant à une orientation du précédent gouvernement, et aussi, par contre, 2 équivalents temps plein pour 2 postes importants, un poste qui est partagé entre les ressources humaines et le juridique, et un poste de contrôleur de gestion, un poste qui est aussi très important, justement pour encore essayer de faire des économies ou des réorientations. Ensuite, on vous dit, c'est important, que si on considère les remboursements perçus par les organismes de sécurité sociale, d'assurance, en fait, l'augmentation de la masse salariale ne s'élève qu'à 5,28%. Les atténuations de produits, on repart de l'éclairage public et de la CLEC. Je ne développe pas, si vous souhaitez, on pourra le faire en réponse à vos questions.
Sur les autres charges de gestion courante, là aussi, ce qui est important, c'est de voir que c'est le CCAS qui est qui correspond au montant le plus important. Et ensuite viennent les subventions aux associations et la subvention SIPPV pour la piscine et le parc des Vauroux. Sur les associations, l'augmentation est en fait une augmentation qui n'en est pas une, parce que l'augmentation vient soit de versements faits au CSE dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, soit d'opérations du contrat de ville, dont on a souhaité qu'il soit en augmentation. Donc en fait, sur les subventions, pour les subventions aux associations, elles sont étales, à enveloppe 0%, à quelques euros ou centaines d'euros près. Charges financières, 62 000 euros, toute petite diminution, voilà, les sommes restent modestes. Capacité de désendettement, nous restons toujours aux alentours d'1 an, je vous l'ai dit, c'est un atout qui est indispensable pour aborder le projet en rue, que, au passage, je signale que justement les 3 panneaux qui ont été faits par notre cabinet qui travaille sur le sujet, et qui avait été réalisé à la fois pour le stand tenu à la Saint-Hilaire et pour la réunion publique de samedi dernier, sont exposés là dans la salle du Conseil. Donc pour aborder ce projet, qui est évalué plutôt environ 35 millions pour l'instant pour la commune, c'est une estimation qui peut varier encore, qui n'est pas définitive, vous voyez bien que c'est important, eh bien la ville aura besoin de s'endetter un petit peu, et donc le fait qu'on soit très bien placé permet d'aborder ce projet. Et par contre, si on était à 7 ou 8 années de désendettement, comme il est considéré que c'est possible pour une commune, on n'aurait aucune marge de manœuvre, et ça serait beaucoup plus difficile. Charges exceptionnelles. Il s'agit de montants modestes, je ne développe pas. Un virement à la section d'investissement, par contre, qui est très important, plus de 3 millions, ce qui veut dire que, voilà, on autofinance de façon très importante à Mainvilliers. C'est pas nouveau, mais cette année 2017 était plutôt encore dans les années où le montant est le plus important. Opération d'ordre de transfert entre sections, ça correspond essentiellement aux dotations, aux amortissements de l'ordre de 800 000. On arrive aux recettes de fonctionnement. Une augmentation de 5,4%, on l'a signé déjà tout à l'heure, un bon taux de réalisation, et on vous dit que les ressources principales, évidemment, de la collectivité sont d'une part les taxes foncières et d'habitation, et d'autre part les dotations et subventions reçues. Ensuite, en détail, on parle des atténuations de charges, qui sont à hauteur de 215 000 euros. On vous dit à quoi elles correspondent sur le document. Remboursement sur rémunération de personnel en maladie pour les non-titulaires, d'une part. Par ailleurs, concernant les titulaires, il s'agit des remboursements pour accident de travail et en longue maladie. Et puis, il y a aussi des remboursements par le centre de gestion pour les agents qui disposent de décharges syndicales. Des produits et services, on voit qu'ils sont en augmentation parce que les recettes de cantine augmentent, par contre l'accueil périscolaire diminue un peu, mais l'augmentation vient surtout du fait de la création du centre de loisirs, du moins de l'internalisation de la gestion de ce centre de loisirs, puisqu'avant il était externalisé, une baisse un peu au niveau du cimetière et des redevances, mais globalement donc une augmentation de l'ordre de 59 000 euros en tout. À signaler que là aussi les refacturations qui sont sur le graphique correspondent des refacturations CCAS ou SIPPV, soit pour des agents payés par la ville et qui travaillent en partie pour le CCAS, soit pour des agents donc qui travaillent pour le compte du SIPPV pour lequel on a un remboursement. Et vous voyez que, par exemple, s'il y a une baisse, par exemple, le SIPPV, c'est le phénomène où les agents ont travaillé de façon importante au moment de la réhabilitation, et que, évidemment, ils ont vocation à travailler de façon moins importante maintenant, être en rythme de croisière. Sur les impôts et taxes, un bon taux de
réalisation également. Rien de plus rien de plus à dire. Si, sur les impôts et taxes, les taxes foncières et d'habitation, on vous dit que les bases, oui, ça c'est important, ont augmenté de 2,6% entre 2016 et 2017, alors que la loi de finances avait fixé 0,4% pour le taux de revalorisation des bases. La différence, donc, 2,2%, c'est l'évolution physique des bases, c'est-à-dire les nouvelles constructions, les agrandissements. Et ça montre le dynamisme, évidemment, urbanistique de la commune. C'est le fait qu'on donne la possibilité. Il y a bien sûr ceux qui agrandissent naturellement, décisions individuelles, mais pour arriver à 2,2%, c'est le fait que la commune donne la possibilité de construire à des individuels ou possibilité d'acheter des maisons réalisées, je pense en particulier au secteur de Boisville, mais pas qu'à ce niveau-là. L'attribution de compensation, évidemment, elle a baissé suite au transfert de la compétence éclairage public. Ça représente quand même 114 000 €. Et la question, c'est de savoir maintenant qu'on a donné l'argent à l'agglomération, si on aura le même service qu'avant. C'est-à-dire que, voilà, nous on dépensait 114 000 avant pour tout ce qui est éclairage public. Que va dépenser demain l'agglomération pour l'éclairage public de Bavilliers? Évidemment qu'un bilan sera fait au bout de 2 ou 3 ans, parce que ce ne serait pas sérieux de faire sur une période courte, mais sur 2 ou 3 ans, évidemment que ce serait intéressant de savoir si le service public est rendu à peu près à la même hauteur. Et sinon, pourquoi? La dotation de solidarité communautaire, DSC, elle s'élève à 713 000 €. Alors on vous dit que c'est dû à la dotation exceptionnelle suite à la dissolution du RSE-IPC. Vous savez que je vous ai déjà dit que c'est bien normal qu'une partie de cet actif du RSE-IPC revienne à Bavilliers, puisque les Bavillois l'ont constitué à hauteur de 12,5%, et qu'il n'y a qu'une partie qui revient vers les communes, et que dans cette partie qui revient aux communes, la part qui revient à Bavilliers n'est que de 7%. Donc c'est bien normal qu'on en profite, mais on est loin de profiter de la totalité de ce que les Bavillois ont apporté à cet actif. La dotation de solidarité petite de ville a augmenté, mais là, je vous l'ai déjà dit, c'est suite à des critères fixés par l'État, et quand je dis l'État, il s'agit du gouvernement précédent, de François Hollande. Droit de place, il reste stable, donc les taxes sur les déchets aussi, petite augmentation, mais on reste dans le même épure. La taxe sur la consommation d'électricité, on a une augmentation assez forte, mais on a une lisibilité incomplète sur ce sujet. Les services vont travailler à améliorer la lisibilité pour l'année prochaine. Les emplacements publicitaires, 68 000 en 2017. Les taxes additionnelles, on est sur droit de mutation, etc., on est sur un montant quasi identique. Les dotations, subventions et participations, donc on vous dit qu'évidemment la DGF et la DSU évidemment, sont les recettes essentielles. Et ce qu'il faut voir, c'est le graphique qui montre que il y a DGF plus DSU, on l'a déjà vu ensemble, une légère hausse, par exemple sur 3 ans, révélateur, et là aussi, ça veut dire que la péréquation en faveur des communes pauvres comme nous, c'est-à-dire des bases fiscales faibles, a donc été exercée, cette péréquation, encore une fois, par le gouvernement précédent, au moment où il y avait une réduction des dotations aux communes. Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 227 000 €, donc c'est essentiellement dû au fait que notre location de la maternelle Gambetta au Greta est en année pleine, alors qu'avant elle était en année partielle. Les produits exceptionnels, un petit montant, c'est une recette de poche. On vous dit que c'est une vente de patrimoine, mais ce n'est pas du patrimoine, c'est aussi des petits patrimoines. En fait, c'est du matériel qui est vendu la plupart du temps par web enchères. Mais ça fait des recettes de poche quand même. Opération d'ordre, ils correspondent aux travaux en régie. J'avance. Capacité d'autofinancement, elle est bonne, aux alentours de 1,8 million, et elle s'est améliorée de 110 000 € sur les 2 années.
les grandes masses, pour l'investissement. Pour l'investissement, ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est qu'on a un peu plus investi en 2017 qu'en 2016. Si vous regardez ce qui a été mandaté, plus les reports en 2017, 1,9 million plus 1,1 million, quoi. On arrive à peu près à 3 millions. Et en 2016, on était à 1,8 million plus 750 000, c'est-à-dire environ 2,6 millions. C'est là où on trouve donc une différence de 400 000. Pour la présentation donc, des dépenses d'équipement, on essaie de le faire en photo. Je pense que normalement vous les avez. Romain. Bon, essayez de ne pas avoir que des chiffres et surtout voir à quoi correspondent ces chiffres, à quoi ont été utilisés les chiffres. Je les fais dans n'importe quel ordre. Je sais pas, on va essayer de voir ce que. Alors, ici, il faut que je retrouve. Accès PMR Bretagne. C'est un accès PMR, d'accord, qui a été réalisé plutôt certainement sur Bretagne. Allons-y. Là, c'est l'entrée du boulodrome, donc qui a été bitumé. On n'a pas été jusqu'à bitumer l'ensemble du parking, à la fois pour des raisons de coût et à la fois pour des raisons de développement durable, on va dire. Ça, c'est des travaux au foyer, des travaux extérieurs et intérieurs. Là, on n'a mis que la photo extérieure. Là, c'est des plantations de bulbes, je suppose. Donc, ça doit être l'avenue Maurice Moget, ça, je pense. Je crois. Hein. Oui, ça semble bien. Ça, c'est la mise en valeur de la façade de la mairie. On a renouvelé d'une autre façon. Il est probable qu'on vous propose au budget 2019 un complément pour cette mise en valeur. Là, c'est la bande cyclable pour aller à Sréville. Ici, c'est le quai pour les bus de l'agglo, et puis les travaux rue Victor Hugo. Là, c'est plutôt les travaux faits, je pense que c'est Coubertin. Ça doit être le réfectoire, sur lequel il y a eu, à mon avis, une toile pour améliorer l'acoustique. Toile sur les murs. Ça doit être le self, Jean Zay. Avec la même toile. Avec la même toile, sur les murs. Là, c'est plutôt l'équipement. DGAVL, certainement. Ça, Donc, à la fois les travaux faits à la DGAVL, travaux qui ont été visités, auxquels je vous ai convié vendredi dernier pour une visite de ces travaux-ci en particulier, des travaux de Marianne Foucard également, et puis l'acquisition de matériel aussi. Et là, on a refait le sol, et a priori seulement le sol, peut-être le filet aussi, du City-Stade, qui correspondait vraiment, enfin, voilà. On a même tardé un peu à le faire, parce que ça fait 2 ou 3 ans que c'était plus vraiment un sol synthétique, mais du béton. Est-ce qu'on est arrivé à la fin? Oui. Alors, donc, maintenant, on regarde ce qui est proposé. On vous dit qu'il y a eu des études pour l'ANRU, 42 000, qu'il y a eu des achats de logiciels importants pour la gestion, la verbalisation, les factures, dans Cyril. En immobilisation corporelle, il y a eu des achats de terrain, il y a eu aussi donc la mise en lumière de la façade de la mairie, la pose de stores dans différents bureaux, la climatisation, service ressources humaines, qui est à l'étage, donc sous les combles. D'autres agencements, donc le City-Stade, des massifs, donc comme on a vu sur les photos, au niveau des bâtiments scolaires, des sanitaires qui ont été réaménagés à Coubertin et Jean Zay, la cantine Coubertin, on a vu, dotée d'une isolation acoustique, toujours des stores à Coubertin, la cantine Jean Zay, et des flashs pour les malentendants, au cas où l'alarme incendie se déclenche. Sur les autres bâtiments publics, climatisation à l'épicerie solidaire, travaux d'agrandissement à la DGAVL.
Au niveau de l'installation de voirie, fin de l'aménagement de l'avenue Victor Hugo, quai de bus à Bretagne, voirie d'accès au Biodrome et bande cyclable de Sréville. Vous reconnaissez donc les photos vues. L'équipement nécessaire au fonctionnement des services aussi. Chaque année, en gros, on consacre à peu près 10% de notre investissement pour renouveler ou améliorer le matériel des services. Matériel informatique, des besoins en informatique, à la fois pour les services et pour les écoles. Mobilier, même chose, à la fois pour les services et pour les écoles. Des autres immobilisations corporelles à travers du matériel pédagogique et des équipements pour les écoles, aussi des radiateurs pour les logements, et aussi des sonorisations pour la salle des fêtes. Une somme importante, 530 000, à la fois pour les fins de travaux d'extension du CTM, Centre Technique Municipal, réhabilitation du foyer, la continuité de déploiement de caméras de vidéosurveillance, la maîtrise d'œuvre pour les ascenseurs qui vont bientôt être installés à Janzay et Coubertin, et l'étude de faisabilité pour l'accueil de loisirs sans hébergement, dont la construction pourrait commencer, bon, peut-être pas fin 2018, mais début 2019. Après les... non, on est toujours dans les dépenses. Remboursement de capital à hauteur de 238 000 €, un peu plus qu'en 2016. Ça veut dire aussi qu'on a une dette qui s'éteint, enfin qui n'est pas importante, et on est plutôt en fin de remboursement des emprunts. Recettes d'investissement, vous avez les montants, et en fait on vous dit, le graphique montre que c'est d'abord des amortissements et provisions qui permettent ces recettes, près de 50%. Et en deuxième lieu viennent des excédents de fonctionnement capitalisés, tout ça c'est de l'autofinancement. En troisième lieu, le remboursement du FCTVA, qui est dépendant évidemment des investissements de l'année précédente. Et puis les subventions d'équipement en 4. Pour la subvention, on vous dit qu'en fait, il s'agit de la construction d'épiceries solidaires. Donc vous voyez qu'il y a des décalages entre la réalisation et les rentrées de subventions. Et qu'il y a d'autres subventions moins importantes, mais moins importantes en termes de montant, mais qui ont été quand même recherchées. Au niveau de la CARSAT pour la climatisation du foyer, au niveau de la fédération de foot pour le tunnel marocain, un aménagement aussi pour, dans le cadre de l'aménagement de postes de travail, et puis la caisse d'allocation familiale pour l'acquisition de tablettes et logiciels périscolaires. Les amendes de police, 73 000 € en 2017. Alors, il y a un graphique qui peut être surprenant, enfin deux graphiques qui sont un peu contradictoires. Il y a d'un côté une augmentation des amendes de police versées à Mobilier, enfin du retour, retour versé par l'État. On a multiplié en gros par 2 sur 3 ans, puis on a une baisse des infractions constatées. Ça a été dit lors de la commission plénière. S'il y a baisse d'infractions constatées, c'est plutôt parce qu'il y a eu pas mal de mutations d'agents à la police municipale. Ils ont bien été remplacés, mais ça prend toujours un peu de temps. Et puis, on a recruté 2 jeunes qu'il faut former, donc qui ne sont pas opérationnels dès le départ. Et puis, quant à l'augmentation, c'est certainement une conséquence de l'augmentation des PV mis par les radars. Voilà, ça va augmenter les recettes de l'État et on en bénéficie un petit peu en retour, quand même. Après, éventuellement, en avoir été victime à titre individuel, chacun d'entre nous, qui n'en a pas payé une. Les recettes financières, dotation aux fonds divers et réserves pour 303 000 environ, donc il s'agit du fonds de compensation de TVA et de la taxe d'aménagement. Les emprunts et dettes assimilés, il s'agit des dépôts et cautionnements, un petit montant, 2 435 €. Et des opérations d'ordre pour terminer à hauteur de 803 000 €, contrepartie des dépenses de fonctionnement. Je suis arrivé au terme de la présentation et je vous donne la parole pour les éventuelles questions, déclarations. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, je laisse... je vous propose d'élire Maryse Legrand comme présidente de séance et ensuite je lui cède la parole
pour faire voter le CA, puisque vous savez que je dois disparaître à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord sur la présidence, sur le nom de Maryse Legrand comme présidente? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Voilà, Maryse, c'est le jeu. Voilà, on n'a pas le choix. Voilà. On accepte parce qu'on n'a pas le choix. On accepte parce qu'on n'a pas le choix. Les pourris copains. Comment? Les pourris copains, on utilise ça. Donc il s'agit maintenant de proposer au vote d'approuver le compte administratif de l'exercice 2007. Donc M. le maire vous a fait la transmission du rapport et les commentaires et vous avez pu poser les questions. Donc je mets au vote l'approbation du compte administratif. Qui est pour cette approbation? Pour. Ah pardon. On commence normalement par les contre et les abstentions. C'est obligé? Non? Bon, excusez-moi, j'avais envie de Juste qu'il dire. faut que nous on sache. Je voulais voir si vous suiviez, je recommence, et je maintiens. Vous êtes président. Bon, donc, qui est pour approuver le compte administratif? N'oubliez pas que vous avez des pouvoirs pour certains. Ceux qui ont des pouvoirs lèvent deux mains. De Michel. Mais non. On commence? C'est bon? Non, c'est pas. Donc, qui s'abstient? Donc, toujours le même principe des pouvoirs. Donc, normalement, à la question qui est contre, il n'y a plus de mains qui se lèvent, puisqu'on avait le compte. Donc, le compte de clôture est arrêté donc, pour la section d'investissement à moins 380 272,56 € et pour la section de fonctionnement à 1 373 653,60 €, tel que présenté dans le tableau. Je vous remercie pour ce vote. Je vais retourner chercher. Merci Marie. Je pense que c'est une surprise. C'est bon. Donc, 9 abstentions. D'accord. 9 abstentions et le reste. 24 pour. Et 24 pour. D'accord. Continue. D'accord. Je souhaite remercier les collègues qui ont voté ce compte administratif. Disant ainsi qu'ils sont à la fois en accord avec ce qui a été fait et il y a toujours dans ce cas-là aussi un remerciement qui est adressé au service parce que ce qui a été fait n'a pu l'être que grâce au travail du service. Pardon ? C'est 23 pour. Ah oui, effectivement. Si vous mettez 24, je vais être accusé d'avoir voté à tort. D'être capable de voter en disparaissant. Merci. Voilà, donc je disais les votes favorables sont aussi des votes nécessairement de remerciements que je partage avec les services, monsieur Mercier, et ce sera à vous de transmettre à l'ensemble des agents qui, évidemment, et tout le monde apporte sa pierre, évidemment, à ce travail, à cet édifice. On arrive à la délibération suivante. Il s'agit du rapport, c'est ça, de la clé. Je rapporte également. Mais après, je pense que ça va être terminé. Alors,
ce dossier, évidemment, que vous connaissez, mais je me sens quand même obligé de faire un rappel. En fait, si nous sommes amenés à... Enfin, vous savez qu'il y a eu une première réunion de la CLEC où où la CLEC a regardé les dépenses du SIPPV et non pas de l'agglomération. Nous avions dit qu'il ne fallait pas le faire, mais les responsables de l'agglomération l'ont fait quand même. On a été au tribunal administratif, on a gagné. Ensuite, et le tribunal administratif a dit qu'il faut regarder les dépenses de l'agglomération. Les responsables de l'agglomération ont regardé les dépenses de l'agglomération, ils ne pouvaient pas faire autrement. On a bien essayé de trouver un compromis, ça n'a pas été possible, et la CLEC, donc du 7 mars 2017, a décidé de nous redonner à peu près le même montant qu'avant, correspondant à environ 10% du montant que nous avons, que Mavilier a donné, et Lucé aussi, à l'agglo en 2001. Donc voilà. Suite à ça, l'agglomération a écrit à toutes les communes, le 4 mai 2017, pour voter, délai de 3 mois pour voter. Nous avons voté le 18 mai 2017 en émettant un avis défavorable. Pas d'accord avec le fait qu'on ne redonne que 10%. Et les 3 mois se terminaient normalement en début août 2017. En fait, on ne voyait rien venir, et c'est seulement le 25 janvier 2018, vous voyez qu'il s'est passé plus de 6 mois, où on nous a demandé de prendre acte du rapport à la communauté d'agglomération, donc on nous demandait aux élus communautaires. On a émis à ce moment-là des réserves en disant vous êtes sûr, au bout de 3 mois, a priori, toutes les communes, il n'y avait pas au bout de 3 mois, fin août, il n'y avait pas la majorité qualifiée. Le président dit mais non, c'est pas grave, les 3 mois ne s'appliquent pas. Voilà, bon. Évidemment que nous, en même temps, on avait des informations contradictoires entre celles de la préfecture et celles de l'agglomération, donc on a continué à questionner la préfecture sur ce sujet-là. Et donc, ce qui nous a conduit à faire un recours gracieux le 23 mars 2018. Mais alors là, ça s'est précipité, puisque le 29 mars, vous voyez, peu de temps après, le conseil communautaire, le président a proposé de retirer la délibération. Et on l'a appris à la réception du dossier. Donc, à peu près au même moment, on a fait le recours gracieux. Et ça s'est précipité, puisqu'on a eu le 12 avril une lettre de Madame la préfète qui faisait suite à notre lettre envoyée quelques mois plus tôt, disant qu'en fait c'était elle qui était à l'origine de la demande auprès de l'agglo pour retirer cette délibération, et une lettre du président de l'agglo qui nous portait information du retrait de cette délibération. Alors, sauf que là, tout d'un coup, le 13 avril 2018, on apprend en même temps qu'on doit revoter. C'est l'objet de la délibération qui est ici. Et nous, on estimait qu'on n'avait pas revoté, mais que c'était à la préfecture de prendre la main, entre guillemets, c'est-à-dire au final de faire un arrêté. Donc nous avions demandé un rendez-vous à Madame la préfète aux alentours de mi-avril, et il se trouve que le rendez-vous n'a eu lieu que le 21 juin, donc il y a peu de temps. Et lors de ce rendez-vous, il nous a été clairement dit qu'on avait raison sur 2 points essentiels. Qu'on avait raison sur le fait que c'était à la préfecture de prendre la main et non pas qu'on n'avait pas à revoter. Et qu'on avait raison aussi sur le fait qu'il s'agissait d'un abandon de compétences, ce que nous disons depuis longtemps et ce que l'agglomération refuse toujours d'entendre. Mais là, on a un médiateur qui va chercher un compromis, parce que son objectif, évidemment, de Mme la préfète, c'est pas de faire un arrêté qui soit contesté par l'une ou l'autre des parties, c'est de prendre un arrêté qui soit accepté par les 2 parties. D'où une réunion qui est fixée, là, en juillet, déjà, donc les choses maintenant s'accélèrent, c'était notre souhait, où l'agglomération est conviée. Donc je vous en dirai davantage. Donc on peut penser, suite à ça,
que ceci n'ira pas au bout, mais enfin, en tout cas, c'est la préfecture, elle, c'était à l'agglomération d'arrêter, aux responsables de l'agglomération d'arrêter cette procédure, d'envoyer un courrier, etc. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, c'est pour ça qu'il vous est proposé de rejeter la procédure, voilà, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la procédure, mais quand même d'émettre un avis défavorable pour, voilà, le cas éventuel où la procédure ne va pas jusqu'au bout, va jusqu'au bout et qu'il est important que Mainvilliers fasse connaître son avis. Voilà, j'ai essayé d'être pas trop long, synthétique, mais quand même sur un dossier éminemment important pour la ville de Mainvilliers. Je vous rappelle que voilà, c'est quand même quelque chose voilà, qui allait, c'est 250 000 euros par an, multiplié par un certain nombre d'années. Donc c'est important, Madame Milon. Est-ce que du coup on pourrait séparer le vote en deux? C'est-à-dire que nous on est tout à fait d'accord avec le fait qu'en effet, si la préfète prend la main et du coup rejeter la procédure, ça me paraît tout à fait intéressant. Par contre, excusez-moi, j'ai pas de souffle. Par contre, par rapport au rapport de la quête. C'est peut-être moi là, allons-y, je vais éteindre le mien. Par contre, pour le vote, à partir du moment où c'est un vote où on s'était abstenu la dernière fois, on souhaitait revoter la même chose pour le rapport de la quête. Si vous voulez, je vote en deux fois, c'est possible, hein. Je pense être plus, souple que le président de l'agglomération quand on lui demande, qui ne l'accepte pas toujours. Ceci dit, vous pouviez changer d'avis aussi, hein, surtout que ça serait l'intérêt des Mainvillois que vous votiez, que vous rejetiez. Hein. On est tout à fait d'accord que c'est important qu'il y ait des personnes et que ça puisse enfin se régler du coup assez rapidement, ce qui me semble. Oui. C'est aussi important d'émettre un avis défavorable pour faire comprendre que depuis plus de 10 ans, l'agglomération fait traîner les choses, hein, et qu'on a été défavorisé financièrement. Donc voilà, je vous dis, vous avez le droit de changer d'avis. Hein. Voilà. Est-ce que il y a d'autres déclarations? Non? Je fais voter? Nous y allons. Donc, on vote d'abord sur le fait de rejeter la procédure. D'accord? Sur ce point-là, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Sur l'avis, le fait qu'on propose d'émettre un avis défavorable, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, ça doit être 7. C'est ça? Les autres sont favorables? D'accord. Merci à tous ceux qui ont voté favorablement. Enfin, qui ont voté favorablement l'avis défavorable. Ensuite, délibération suivante. C'est Antoinette Lecomte qui est ici. Comme chaque année à cette époque, nous avons voté les tarifs pour la restauration scolaire et l'accueil périscolaire. Ces tarifs seront applicables à la rentrée de septembre. Considérant que les prix de la restauration destinés aux élèves des écoles maternelles et primaires de l'enseignement public sont fixés librement par la collectivité territoriale qui en a la charge dans la limite du coût de revient du service par usager. Considérant que la municipalité a souhaité une prise en compte plus large des ressources des familles, il a été mis en place par le conseil municipal dès la rentrée 2010-2011 d'une nouvelle grille tarifaire. Considérant qu'il convient ce jour de proposer une actualisation de la grille en fonction de l'augmentation des coûts supportés par la ville pour l'entretien des équipements et l'encadrement des enfants, soit une proposition pour la restauration et l'accueil des enfants apportant leur repas de 2,37%, alors que l'an dernier, elle était de 2,40%, et une actualisation de 2,10%, l'an dernier 2,06% pour l'accueil périscolaire, primaire et maternelle. Alors, je ne vais pas vous lire la grille. Ce que je peux vous dire, c'est que les modalités sont toujours les mêmes pour calculer le quotient familial des familles. Rien n'a changé à ce sujet.
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2017 du 06-17 de la séance du conseil municipal du 29 juin 2017, de fixer les tarifs de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire à compter de l'année scolaire 2018-2019, tels que présentés dans le tableau ci-dessous, avec les 9 tarifs différents. Merci. Il me semble que vous signalez qu'il y a eu une modification par rapport au document. Une petite modification dans le tarif 3. Oui, et tu l'as dit, non? Je t'ai pas entendu. Non, je ne l'ai pas donné. Donc, faut le donner. Il y a eu une petite erreur dans les calculs, et ce n'est pas... Enfin, c'est pas les calculs, c'est plutôt de transcription, quoi. Oui, en fait, hein. il y a une erreur de phrase, ce n'est pas 2,46, c'est 2,40, c'est-à-dire que le 6 est un 0. Voilà, c'est ça. 6 égale 0 aujourd'hui. Merci Antoinette. Bon, comme il y a le calcul du taux d'augmentation est une spécificité mavilloise, je vous rappelle que pour la restauration scolaire, le 2,37%, c'est bien ça, est obtenu en faisant une moyenne à l'aide de à partir du moment où, en tenant compte que dans le coût de la restauration scolaire, 65% du coût correspond à des charges de personnel, et que celles-ci ont augmenté de 1,63% sur une année. Que 33% correspondent à des prestations qui ont augmenté de 1,30% sur l'année, et que 2% correspondent à des fluides qui ont augmenté de 6,20% sur une année. C'est ainsi que l'on trouve le 2,37%. Encore une fois, une augmentation qui est pas au hasard, mais qui colle à la réalité mavilloise de la restauration scolaire. Et pour le périscolaire, même chose, ça colle à la réalité mavilloise du périscolaire mavillois, mais cette fois-ci, les charges de personnel sont à 78% au lieu de 65%, même taux à 63%. Pour les prestations, on est à 11% et non pas à 33%, même taux d'évolution à 30%. Et pour les fluides, on est à 11% et non pas à 2%, avec le même taux, 6,20, et on trouve dans ce cas-là 2,10%. On peut voter, oui, est-ce qu'il y a des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. On passe, alors, il y a l'équipe périscolaire, mais on est aussi dans l'enfance jeunesse, et Marc Lesage, c'est à toi. Alors, sur cette délibération numéro 8, il y a 2 points en objet, mais s'il n'y en a qu'un de citer, le maintien des tarifs, la proposition de maintien de tarifs, mais il y a vraiment 2 points d'aborder. Il y a cette proposition de maintenir le tarif de l'accueil de loisirs au même niveau que cette année. En gros, le mode de calcul nous amène à prendre un recul sur 3 ans. Ce recul, on ne l'a pas encore, vu qu'on n'est qu'à la 2e année de fonctionnement. Donc l'évolution du tarif se fera à partir, on vous propose de le faire à partir de l'année prochaine pour avoir 3 ans de recul. Et le deuxième point abordé dans cette délibération, c'est de décider que la prestation, donc l'inscription à l'accueil de loisirs, du moment qu'on est inscrit, et bien si on n'utilise pas si l'enfant n'est pas présent, et ça sera quand même facturé à la famille si l'annulation n'a pas été faite avant la fin de période d'inscription. En gros, fin de période d'inscription, c'est toujours 1 semaine avant le début des vacances. Voilà. Merci. Est-il y a des questions? Il ne semble pas. Nous votons. S'il y a des avis contraires, des abstentions, nous sommes unanimes. Deuxième délibération, encore pour toi, Marc. Alors cette délibération vient un peu modifier ce qu'on vous avait proposé l'an dernier. L'an dernier, on vous avait fait voter un règlement intérieur unique pour les temps périscolaire, scolaire et extrascolaire, en se disant que pour les familles, c'était plus simple d'avoir un règlement intérieur avec la totalité des points dedans. On s'aperçoit que sur la partie extrascolaire, c'est-à-dire sur les vacances petites et grandes vacances, il y a plein de points qui n'étaient ou pas abordés dans ce règlement unique ou qui méritaient d'être un peu plus explicités. Donc il a fallu qu'on remanie
le règlement intérieur, et au vu des différents points à remanier, il nous paraissait plus intéressant d'avoir vraiment un règlement intérieur unique. L'autre raison aussi très simple, c'est qu'on a quelques enfants hors Mavilliers, à la différence du règlement périscolaire et extrascolaire. Et ces enfants-là, ils se retrouvaient avec un règlement qui couvrait autant le scolaire que le périscolaire que l'extrascolaire. Donc il nous a paru important de refaire un règlement que vous avez en pièce jointe et qui reprend globalement les points qu'il y avait dans l'autre règlement, mais qui affine certains points, dont le point qu'on vient de voter juste avant sur la facture qui sera quand même faite même en l'absence des enfants s'il n'y a pas annulation de l'instruction. Merci. Des questions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous passons à la politique de la ville. Maryse, c'est à toi. Donc la délibération a été présentée en commission plénière, donc elle a pu déjà être commentée. Donc c'est une délibération qui revient tous les ans, puisque elle permet de valoriser comment la commune a utilisé la dotation de solidarité urbaine. Donc pour 2017, la ville de Mavilliers a perçu 1 707 269 €. Donc sur 2017, essentiellement 4 partenaires locaux ont accompagné la ville dans cette dynamique, c'est-à-dire en participant aux actions inscrites dans le cadre du contrat ville, le centre social Jules Verne, la régie de quartier, la DSEA et la compagnie de théâtre Jacques Kramer. Donc 17 projets ont pu être menés. En 2017, le Conseil citoyen de Mavilliers s'est réuni 6 fois. Plusieurs rencontres de travail sont intervenues et il a pu bénéficier de temps de formation et d'information. Et également, il a participé aux ateliers de concertation organisés dans le cadre du projet En Rue. Sur le projet En Rue, rappeler ce qu'on a déjà dit, je crois, en début de séance, de toute façon, qu'on avait signé le 13 novembre 2017 pour le protocole de préfiguration. Pour la suite, 2018 peut-être, 2019, espérons. Oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que nous sommes mieux aidés par l'État, dans le cadre de l'enveloppe, vous savez, le doublement de l'enveloppe consacrée à la politique de la ville, de passer de 5 à 10 milliards, dont une grande partie en fait est financée par Action Logement, pas par l'État, mais par Action Logement. Et la préfecture a obtenu une substantielle revalorisation de l'aide qui était apportée. Là aussi, il y a une réunion, c'était hier, à la préfecture, pour évoquer cette situation et voir, comment, à la fois si cette enveloppe était maintenant suffisante pour mener le projet, voir si on pouvait être un peu plus ambitieux. Il est trop tôt pour qu'on dise ce qu'il en est. C'est pour ça que Maryse est réservée sur la date, parce que suivant le fait qu'on est amené à bouger un peu le projet, on peut être amené à signer un peu plus tard, mais ça pourrait être bon signe, parce que ça veut dire qu'on aurait... Comme plus tôt. Le calendrier bouge. Voilà, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que la préfecture défend notre dossier et est prête à le défendre encore, et tout ceci va dans le bon sens. Voilà pour la délibération. Donc si vous avez des questions, je peux essayer de répondre. Autrement, je vous propose de passer au vote. Merci à toi, Maryse. S'il y a des questions, comme indiqué, non, c'est vrai qu'on a déjà vu cette délibération en commission plénière, que c'est une délibération habituelle, on revient tous les ans. Donc, je ne vais pas sans la connaître, quoi. On y va, nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. J'ai oublié de vous dire en début de séance, mais je l'avais dit en commission plénière, que la délibération 11 était retirée.
Donc on passe à la délibération 12. Jean-Yves, c'est à toi. Bon, c'est un dossier qui n'est pas nouveau pour nous. Il concerne donc une modification simplifiée du plan local d'urbanisme, modification simplifiée, qui est une procédure un peu plus simple que la révision d'un plan local d'urbanisme. En l'espèce, cela concerne 3 domaines. La création d'un emploi réservé rue du 14 juillet, à l'endroit où les trottoirs sont relativement étroits et où on crée un trottoir d'une largeur suffisante pour qu'il soit accessible et aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Une modification également du règlement en matière de clôture. Dans le PLU initial, nous avions été peut-être un peu trop stricts et nous ne tenions pas compte, j'allais dire, des nouveaux prospects qui existent, des matériaux et prospects qui existent dans la matière. Donc on a atténué notre PLU pour effectivement qu'il soit conforme avec ce qui est proposé sur le marché. Enfin, la dernière modification concernait une emprise au sol pour les linéaires commerciaux, mais les linéaires commerciaux à préserver, pour lequel effectivement on a fait une modification qui permet justement aux locaux commerciaux à préserver. En fait, il s'agit des centres commerciaux existants, des petits centres commerciaux existants, je précise, de se développer. Donc la présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs. Elle fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et dans un journal du département. Donc après transmission à la préfecture et accomplissement de ces mesures de publicité, la modification deviendra définitive. Donc on vous demande d'approuver cette modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Il y a déjà eu un numéro 1, mais ça concerne une révision précédemment. Et cette procédure simplifiée. Voilà. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne semble pas. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Je profite de cette délibération pour dire que en ce qui concerne le trottoir, là, on avait mis un emplacement réservé et qu'en fait, on n'aura pas besoin de le faire, de l'activer, mais ça ne fait rien, ça ne change pas notre vote, hein, parce que, entre-temps, un promoteur, on a été en contact avec un promoteur qui s'appelle Exeo, hein, qui a acheté donc les terrains en hauteur, enfin, du moins une promesse de vente, et on a eu un contact avec lui et on a trouvé à l'amiable un accord pour qu'il rétrocède la bande de terrain qui permet d'avoir un trottoir digne de ce nom, je dirais à hauteur de 1 mètre ou 1 mètre 40, enfin quelque chose qui permette aux piétons et aux poussettes de circuler correctement en sécurité. Et j'en profite pour vous dire que Exeo a fait une vidéo, hein, c'est comme ça, on est d'accord, Aziz, qui est visible sur le site de la commune. Et je vous incite à aller la voir parce qu'elle est de très bonne qualité. En plus, l'immeuble lui-même, à mon sens, est de bonne qualité en termes architectural. Ce groupe me paraît, qui est orléanais a priori, hein, me paraît aussi un groupe auquel on peut faire confiance. Alors on verra ça évidemment à la fin, mais en tout cas, ça me paraît. Alors il est là aussi, on est il se pourrait qu'en rez-de-chaussée, on puisse avoir une mini-crèche, c'est pas encore certain, mais c'est un projet qu'on a avec eux, et que ça pourrait être intéressant pour la commune.
pour les Mavillois, voire pour des non-Mavillois qui veulent venir profiter de cette crèche où les tarifs sont normaux, je veux dire, puisque de toute façon il y a un conventionnement avec la caisse de la pêche familiale, donc on n'est pas hors et pur. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information en annexe à cette délibération. On continue avec la délibération suivante, qui est la dernière, Jean-Yves. Cela concerne la zone d'aménagement concernée du pôle ouest, les terrains qui sont de Chartres Métropole, qui sont traversés par des chemins ruraux, 47, 48 et 49. Actuellement, ces chemins ruraux ne servent plus à rien au niveau de la circulation et peuvent être déclassés puisque en fait les seuls terrains enclavés étaient ceux de Chartres Métropole qui se servira des terrains pour réaliser ce qu'ils doivent réaliser et notamment ce que doit être le contrôle data, je pense qui est par là. Donc l'accord se fait, il y a une estimation des domaines qui, donc pour le chemin numéro rural 47 a fixé le prix à 7 000, pour le 48 à 4 000 euros et pour le 49 à 2 500 euros. Donc Chartres Métropole a confirmé son offre d'acquisition dans un courrier d'avril au prix fixé par les domaines. Il n'y a plus d'utilité donc de mettre en œuvre de procédures autres que l'accord amiable qui vous est proposé. Et entre autres, donc il vous est proposé d'approuver cette aliénation des chemins ruraux pour une superficie que vous lirez sur votre note. C'est au lieu dit l'enclos et la couture. De fixer le prix de vente à 2,50 €, c'est la somme tout bêtement des trois montants donnés par les domaines, de décider la vente des 10 chemins au profit de Chartres, au prix envisagé au profit de Chartres Aménagement, et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents afférents au prochain projet. De dire également que tous les frais, droits honoraires occasionnés par ces opérations seront à la charge de Chartres Métropole. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Il semble que non. Une fois, nous avons vu ça en commission plénière. Je fais voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Quelques mots. Comme je vous l'ai dit au début de cette séance sur les inondations, donc de nombreux Mavillois ont été victimes à l'occasion des pluies tropicales qui ont sévi. Pour vous dire que les secteurs les plus touchés ont été évidemment tout ce qui est Vauroux, Dunant, donc le secteur du Couesnon, en gros, le Couesnon du Vauroux. Également dans les grandes ruelles, en fait après le pont, dû à certainement de l'eau provenant des champs, irrigation, drainage ou autre, éventuellement fossé de la route départementale pas suffisamment bien entretenue, route de Châteauneuf. Il y a eu aussi dans la commune, dans la zone du Valier, un certain nombre d'entreprises, mais aussi dans le secteur de Gambetta, dans la rue Pierre-Chenet. Enfin, voilà. Après, on a aussi des différents endroits où il y a eu des inondations. Donc au niveau de la ville, on a eu essentiellement des problèmes sur l'école maternelle Jean Zay qu'on a dû fermer pendant un jour. Ailleurs, c'était quand même mineur, sauf au Vauroux, mais la piscine des Vauroux, ce n'est pas que Mavilliers, c'est aussi l'UC, qui a été fortement touchée, mais qui, elle, se trouvait dans la zone la plus touchée. Et quand je dis que Mavilliers a été touché, l'UC a été très fortement touché, probablement même plus que Mavilliers, puisque ce jour, les deux communes ont lancé la procédure de déclaration de catastrophe naturelle, mais dans un premier temps, voilà, il faut que
particuliers nous écrivent, et puis ensuite on va demander à la préfecture qui elle-même demandera à l'État. Et à ce jour, je sais qu'il y a plus de 100 demandes faites à l'UC, et nous, au jour d'aujourd'hui, à comptabiliser, nous en sommes à 57 a priori. Vous voyez, presque la moitié sur 20 billets par rapport à l'UC. Voilà, évidemment, dans ces 57, il y a en particulier Récréa, puisque c'est notre délégataire qui est chargé de faire cette déclaration et de faire les travaux. Un mot sur la piscine, où notre problème, c'est que même si Récréa a bien agi pour que l'expert vienne le plus rapidement possible, hier, donc, nous étions avec le secrétaire général de préfecture au Bourou, qui est venu faire une visite justement à la piscine, quelque part une visite symbolique pour marquer sa solidarité avec les deux communes de Lucé et Mainvilliers à travers cette visite à la piscine. Hier, on n'avait pas encore de date pour l'expert, mais il était prévu normalement pour cette fin de semaine ou début de semaine prochaine, mais il n'est pas possible de faire des travaux tant que l'expert n'est pas passé. Donc pour l'instant, on bute sur les experts qui sont, semble-t-il, fortement sollicités. Alors voilà, ça, peut-être que vous saviez à peu près déjà tout cela. Peut-être une information que vous n'aviez pas, c'est que la station d'épuration a été également touchée. Le président, alors ça c'est plus étonnant, parce qu'elle est théoriquement en hauteur, elle a été mise assez vite pour cela. C'est donc le président du comité de hameau, Dominique Edmond, qui a écrit au maire, qui m'a écrit, en disant, je lis, elle est brève la lettre, je souhaite vous informer, si ce n'était pas encore le cas, d'un dysfonctionnement de la station d'épuration dû aux récentes intempéries. En effet, la station ayant été inondée, elle a dû interrompre son fonctionnement. De plus, selon 2 témoins, les boues ont été répandues de façon liquide et plus ou moins solide sur les terres environnantes. Notre inquiétude porte sur les risques écologiques que cela peut entraîner. Vous remercie par avance de l'intérêt que vous porterez à ce message. Il me semblait qu'il fallait que je vous en informe. De toute façon, nous allons écrire à l'agglomération qui doit être au courant, évidemment, mais qui n'a pas forcément... Enfin, moi, je n'avais pas eu l'information par l'agglomération. Et pour la questionner sur les éventuelles conséquences, et nous retransmettrons la réponse, évidemment, que l'agglomération va nous faire au président du comité de hameau. Non plus. Si, moi je voudrais simplement, je suis au courant, je suis révillois, mais je m'étonne quand même que l'information n'a pas été relayée par les médias, quand on sait que la fermeture occasionnée donc, par les intempéries des Bourous, l'information a été bien relayée par des groupes. Et je m'en désole que cette information ô combien importante, le président du comité du hameau le rappelle, par rapport aux répercussions écologiques, ne soit pas relayé par le média principal et l'éco-républicain. Voilà, je n'ai rien de plus à dire, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et un bon été dans la mesure où nous ne nous reverrons pas sous forme de conseil municipal. Après, on peut se revoir dans d'autres situations.